Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment construire son propre home studio, ou pour ceux qui n'ont toujours pas compris, comment passer de ça. Alors la première chose ici, ça va être de connaître et de comprendre son environnement et ses contraintes. Par exemple, si vous avez des canalisations d'eau ou autre, par rapport aussi à vos besoins, il ne va pas falloir copier, mais plutôt d'adapter ça en fonction de ce que vous voulez, donc de vos besoins et vraiment de la pièce, sa dimension, sa forme, etc. Si vous n'avez pas d'aération, ça va forcément poser problème à un moment. Ensuite, au niveau des courses, n'hésitez pas à prendre un peu plus parfois. Et il ne faut pas avoir peur. Tout ce qui est grande surface de bricolage, vous pouvez avoir des cartes fidélité qui vous servent aussi à pouvoir rendre les produits. Donc il ne faut pas hésiter par exemple à prendre, au lieu de prendre 2 seaux d'enduit, vous en prenez 3. C'est pas grave, si vous n'avez pas utilisé le troisième, vous allez le rendre, vous êtes remboursé, c'est bon. Je vous demande pas d'en prendre 50 non plus, mais ça peut vous faire gagner du temps. Ensuite, toujours au niveau des courses, il ne faut pas hésiter à aller dans les zones matériaux. Vous avez en gros le magasin et à côté une petite zone, c'est les zones matériaux, les zones chantiers. Les prix peuvent être moins chers et vous pouvez avoir de plus grosses quantités. Et en même temps, de toute façon, il faudra forcément y aller à un moment parce que c'est là où vous allez prendre tout ce qui est isolation, structure, etc. Mais on y reviendra tout à l'heure. Et pour finir dans cette partie, n'hésitez pas à aller regarder dans la description, je vous mets tous les liens au niveau des outils et des matériaux, tout ce que je peux. Aussi des tutos que j'ai pu trouver sur internet sur comment faire ça ou ça. Je le détaillerai au fur et à mesure dans la vidéo, mais surtout tout est bien dans la description, donc n'hésitez pas à aller voir. Et en même temps, si vous pouvez vous abonner, cliquer sur la petite cloche pour les notifications et un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Ça y est, on peut démarrer le chantier. Alors le premier truc bien sûr, c'est de nettoyer le chantier, d'enlever tout ce qui ne va pas, de passer un bon coup de balai, un bon coup d'aspirateur comme vous voulez, mais au moins pour commencer avec quelque chose de propre. Ensuite, on va commencer les travaux avec les montants et les rails. Donc les montants et les rails, c'est rien de bien compliqué. Vous avez les rails, c'est ce que vous allez mettre en haut et en bas, et les montants, comme ça l'indique, c'est ce qui monte. Donc ça va être les barres qui vont être de façon verticale. Au niveau du matos, vous avez besoin d'une pince à sertir, vous mettez vos 2 montants juste ici, vous serrez, c'est bon, c'est serti. Vous avez besoin aussi d'une cisaille, c'est pour couper justement les montants ou les rails à la bonne hauteur ou à la bonne longueur. Avec ça, ça va tout seul. Donc on va passer au niveau des photos, ça va être plus parlant pour vous quand même. Donc la photo de gauche, c'est le début du chantier, donc on voit qu'au niveau des contraintes, moi j'avais des tuyaux d'arrivée d'eau et j'avais une petite dalle au bout. Ensuite, au niveau de l'éclairage, j'avais que le plafond et voilà, je pouvais repiquer après sur ça. Au niveau de la photo de droite, c'est ce qu'on disait il y a quelques instants. Là, on monte les rails et les montants. Donc, au niveau rail du sol, moi, c'est une dalle béton. Donc, j'ai simplement fait mon trou. Au niveau des rails, c'est déjà pré-percé. Si jamais vous devez repercer, honnêtement, c'est pas compliqué de repercer un rail. Pour la fixer au sol, donc moi, ce que j'ai pris, c'est des chevilles à frapper. Je vous dis la référence parce que là, vous ne le verrez pas forcément. C'est des chevilles, donc la cheville est de diamètre 8 et de longueur 60 mm et la vis dedans c'est du 4,8 en diamètre et de longueur 63 mm. Donc la cheville à frapper, c'est rien de bien compliqué, vous le mettez dans le trou, vous prenez un marteau, vous tapez dessus, ça s'enfonce, vous avez juste à finir de visser et c'est fini. C'est vraiment très simple et ça tient très bien. Au niveau du rail du plafond, donc là vous allez percer surtout, c'est dans le parpaing que vous percez, ce n'est pas dans les poutrelles. Les poutrelles c'est vraiment interdit de percer dedans, c'est dangereux. Vous pourriez remettre en question la solidité de votre maison ou de votre lieu. C'est bien à percer dans le parpaing, j'insiste bien là-dessus. En même temps, petite parenthèse, quand vous percez dans le parpaing notamment, vous pouvez avoir des débris qui pourraient tomber un petit peu de parpaing haute. N'oubliez pas les équipements de sécurité, que ce soit des gants, des lunettes, le casque ou les chaussures de sécurité, c'est très important aussi. Donc pour revenir à notre histoire, donc le rail du plafond, j'ai utilisé, donc ça c'est simplement des chevilles de 8, rien de bien méchant, et après avec la vis qui va bien, donc la vis c'est du diamètre 5 mm avec longueur 50 mm. Ça va très bien dedans et c'est très solide, votre rail ne va vraiment pas bouger du plafond. Donc au niveau des montants, c'est du type M48, M comme montant, vous avez juste à les couper à la bonne hauteur avec la cisaille qu'on parlait tout à l'heure, c'est très simple. Au niveau des chutes, j'insiste bien pareil, vous ne les jetez pas, on va s'en servir plus tard pour créer des renforts au niveau de certains murs. Donc vous avez juste à les rentrer en oblique, vous les rentrez dans les rails, vous les mettez en oblique et vous les redressez petit à petit. Une fois, donc votre montant, c'est en U, il faut que ce soit dos à dos. Une fois qu'il est bien, donc vous prenez un niveau surtout, faites pas n'importe quoi.
Vous prenez un niveau, vous le mettez bien droit et là à ce moment-là, vous prenez votre pince à sertir, vous le sertissez avec le rail. Donc vous le rentrez, clac clac, vous faites ça en bas et en haut. Une fois que vous avez serti vos montants, vous prenez des petites vis, donc c'est des vis auto-perforantes. Donc au niveau du diamètre, c'est 3,9 mm et longueur 19. Vous en mettez une en haut, une en bas, une au milieu si vous voulez, mais au minimum 2. En fait, c'est pour vraiment que les montants soient bien collés entre eux et qu'on soit sûr qu'ils ne bougent pas par la suite. Au niveau de l'écart après, quand vous allez refaire un deuxième deux montants entre eux, vous voyez ce qu'on voit ici entre les deux montants, c'est 60 cm d'écart. Pourquoi 60? Parce que vos plaques de placo que vous allez utiliser plus tard, elles font 60 cm en général. Si jamais vous avez des plaques de placo de 40 cm, et bien là à ce moment-là vous prenez un écart de 40, c'est pas compliqué. Mais par contre, prenez bien en compte que l'écart, donc vous avez vos deux rails, ça part du milieu des deux rails, ça part pas d'un des côtés, ça part bien du milieu entre les deux rails. Et donc à ce moment-là, vous prenez 60. Malheureusement, c'est que des photos, j'ai pas pu me filmer sur le moment, donc je vous mets dans les liens dans la description pour les vidéos qui m'ont servi et qui pourraient vous servir, je l'espère. Si vous avez besoin de comment faire pour monter des montants et des rails, vraiment en explication un petit peu plus en détail. Partie 3, l'isolation. Donc là, il va falloir faire un choix. Vous avez de la laine de roche, de la laine de coton, de la laine de verre, du polystyrène. Voilà. Il y en a vraiment plein. Moi, pour le coup, j'ai pris de la laine de coton. Pourquoi? Parce que de 1, c'est écologique. À poser, c'est un jeu d'enfant. Et ensuite, ça nous intéresse pas mal parce qu'au niveau de l'acoustique, on peut aller jusqu'à moins 42 dB avec le sandwich de 2 plaques de placo et une simple isolation de 4,5 cm. Donc c'est vraiment très bien pour notre utilisation de home studio. Ici, pour information, on ne cherche pas à se couper entièrement des bruits, mais au moins à diminuer l'impact. Parce que quand vous êtes dans une maison, vous voulez faire ça ou un immeuble, vous n'avez pas forcément envie non plus d'embêter les voisins. Donc ça va être pas mal sur ce côté-là. Si jamais vous faites le choix de la laine de verre ou la laine de roche, il faut savoir que sur le long terme, c'est pas très bon pour la santé. Et ensuite, au niveau de la pose, il va falloir prendre des équipements de sécurité. Donc déjà, vous allez obligatoirement avoir des lunettes pour protéger les yeux, un masque au niveau de la respiration, parce qu'il faut pas le respirer, c'est pas bon. Il faut des gants, un pull et un pantalon. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est très volatile. Vous allez avoir comme des petites aiguilles qui vont se planter au niveau de votre peau et ça va faire comme des sensations de brûlure. C'est très désagréable. Et voilà, pour vous éviter ça, habillez-vous complètement. Donc au niveau de la pose, c'est pas compliqué. Vous avez vos 60 cm d'écart entre vos deux montants, vos panneaux fond 60 cm, donc c'est parfait pour les mettre dedans, vraiment bien les insérer. C'est fait pour au niveau des rails, donc n'hésitez pas à un petit peu forcer au début, après ça va tout seul. Moi c'était des panneaux qui faisaient 1,20 m de haut, donc c'est pour ça que je les ai mis en deux parties et que vous voyez du scotch. C'est moi qui ai voulu mettre le scotch. Pourquoi? C'était pour être sûr que ça ne bouge pas entre chaque étape en fait, mais pour essayer d'enlever ce petit filet d'air entre guillemets qui pourrait éventuellement passer. C'est vraiment pour essayer de bloquer tout ça. Ça se trouve ça ne sert à rien, mais moi perso j'ai voulu le faire. Au niveau de la photo de droite, vous pouvez voir donc l'isolant qui est posé. Moi j'ai fait une petite trappe d'accès parce que j'avais, comme je vous ai dit, ma contrainte des tuyaux d'eau. Donc moi j'ai mon arrivée d'eau, donc il fallait que j'ai une trappe, c'était important pour moi. Donc si jamais vous avez ça, c'est pas compliqué non plus. Vous avez juste à prendre votre isolant, vous le coupez, ça se coupe tout seul, ça peut même s'arracher à la main. Au niveau de la laine de coton, c'est très simple. Moi pour vous dire, au début je prenais un ciseau ou un couteau spécial. Honnêtement ça sert limite à rien, vous arrachez ça à la main, ça fait très bien le taf et c'est bon. Petite astuce au niveau de l'isolation, ne jetez pas les chutes, ça vous resservira au niveau de l'isolation des angles et ça vous évitera surtout de péter un panneau pour rien. Si comme moi au niveau de l'isolation, vous n'avez pas pu le coller au mur, parce que moi je vous rappelle que j'avais un tuyau d'eau donc je n'ai pas pu le coller. Quand vous collez votre rail au mur, votre isolant vous le mettez dans le rail, dans les montants, votre isolant il va être calé entre le mur et de l'autre côté il y aura le placo, donc il va être prêt en sandwich et il ne va pas bouger. Si jamais vous ne pouvez pas faire ça, vous devez prendre un montant, comme on disait tout à l'heure, les chutes de montants à ne surtout pas jeter. Donc vous avez vos deux montants et à ce moment-là, vous mettez la chute de montant entre les deux de façon horizontale, vous la sertissez des deux côtés, vous mettez une petite vis auto-perforante pareil et à ce moment-là, quand vous avez posé votre isolation va bien tenir. Si jamais elle s'affaisse ou elle a envie de partir, elle ne partira pas. Moi j'en ai mis une en haut, une en bas, je vous invite à faire pareil. Si jamais vous avez comme moi deux panneaux ou même un seul, au moins si vous en mettez deux, vous serez tranquille. Petit point avant de commencer cette partie, si vous avez de l'électricité, c'est maintenant qu'il faut le faire, vraiment avant la pose du placo. Moi je la mentionne pas parce que je vais la faire passer dans le plafond, donc ça va être après.
Si jamais vous avez de l'électricité, donc il va falloir simplement la faire passer entre les montants. Donc vous avez des trous dans les montants, c'est fait exprès. Et à ce moment-là, vous faites un trou au niveau de votre panneau d'isolation et vous aurez juste à calculer où est-ce que ça tombe au niveau de votre plaque de placo. Donc au niveau des murs, donc déjà le placo, c'est pas comme ça qu'on appelle ça. Le placo, c'est une marque. Donc ne cherchez pas absolument placo, il y a beaucoup de marques. Vous avez différents types de placo aussi. Vous avez le placo entre guillemets normal, vous avez le placo hydrofuge, vous avez le placo qui résiste un petit peu plus au feu. Prenez ce que vous avez besoin, ce que vous souhaitez. Pour information, le placo hydrofuge, c'est un peu traite, mais il faut le savoir, c'est la surface, là entre guillemets, où vous pourrez accrocher des choses ou quand on passe vraiment la main dessus, c'est ça qui est hydrofuge. Si jamais vous avez de l'eau qui passe en dessous, la tranche entre guillemets, elle n'est pas hydrofuge. Donc l'eau elle va remonter et là il y aura les mêmes problèmes que tout le monde en fait. Ce que je vous invite à chercher et à prendre, c'est des plaques de plâtre BA13. Donc la marque, vous prenez ce que vous voulez, le type, vous prenez ce que vous voulez. Moi j'ai pris des plaques de plâtre normales, ça me convient très bien, j'en suis très content. Et BA13, BA pour bord aminci et 13 pour 13 mm au niveau de l'épaisseur. Pourquoi? Parce que les bords amincis, donc vous avez vos deux plaques qui vont être côte à côte et ensuite vous allez avoir les bords amincis. Les bords amincis, c'est là où on va visser pour les faire tenir dans les montants et quand vous allez mettre l'enduit après au niveau des bandes, vous allez avoir tout va être au même niveau. Quand vous avez posé votre bande, votre enduit et tout, ça va recouvrir vos vis et ce sera invisible au niveau des vis. Ça sert notamment à ça le BA13. En revanche, si jamais vous ne prenez pas de BA13 ou alors au niveau des angles, quand vous devrez couper votre plaque, vous aurez un bord droit. Donc le bord droit, c'est pas grave, vous allez rentrer votre vis quand même. Simplement, faites attention au niveau de comment vous allez rentrer votre vis. Il faut éviter quand même qu'elle ressorte parce que là vous pourrez plus difficilement le masquer. Donc pour commencer, on va couper la plaque à la bonne hauteur. Donc pour ça c'est pas compliqué, vous prenez un crayon, vous faites un trait, vous prenez un cutter, vous appuyez bien sur la plaque de placo, vous la maintenez, vous appuyez bien. À ce moment là vous la relevez, vous mettez un coup sec, ça va se casser et ça va se casser en fonction de votre trait, je vous rassure, mais très facilement. À ce moment là vous reprenez votre cutter, vous recoupez légèrement s'il y a besoin, ça va être le petit cartonnage de la plaque qui peut encore être là. Voilà, c'est pas bien grave, vous avez juste à le couper. Une fois que vous avez fait ça, la plaque, il va falloir la mettre au mur. Ça, c'est pas compliqué non plus, mais il y a une question qui peut revenir, c'est est-ce qu'on la cale en bas ou en haut? Moi, pour le coup, je l'ai calée en bas. Pourquoi? Parce qu'en haut, j'aurai un plafond à faire, donc si jamais j'ai un écart, c'est pas grave, le plafond va le cacher. Ensuite, où commencer? Est-ce que votre plaque, vous la mettez plutôt à gauche du mur, sur la droite ou au milieu? Moi, je vous conseillerais de la mettre au milieu. Pourquoi? Parce que si jamais vous commencez à gauche et qu'au fur et à mesure, il y a des écarts, ça va être de pire en pire. Si jamais vous le mettez au milieu, votre écart, entre guillemets, il va être moins important sur l'écart final quand vous partirez à droite et après, comme ça, vous partez à gauche. Donc, au moins, votre plaque du milieu, elle est bien et vos écarts finaux, que ce soit à droite ou à gauche, seront moins importants. Je vous conseille de faire ça. Après, si vous voulez commencer à gauche ou à droite, il n'y a pas de souci non plus. Ensuite, comment visser? C'est pas compliqué. Vous avez un petit embout. Donc là, vous avez votre visseuse, vous le mettez dedans. Et là, quand vous avez votre vis, vous avez un petit embout qui est dedans. Il vient prendre. Et là, vous voyez que votre vis rentre légèrement parce que ensuite, vous avez un genre de petit ressort. Et ça sert à ce que vous ne rentriez pas trop la vis dans le placo. La vis doit être au même niveau ou alors vraiment 1 mm de profondeur, mais vraiment 1 mm, pas plus. Si jamais vous faites plus, considérez que votre vis, elle est foirée. Pourquoi? Parce que si jamais vous rentrez trop, le placo pourrait ressortir à l'avenir, je parle. Mais il pourrait ressortir. Donc en gros, vous considérez que cette vis-là ne sert à rien au niveau du maintien. Donc vous en refaites une, on va dire 3 cm, 5 cm plus haut. Ensuite, au niveau des vis, c'est des petites vis noires en général dans le commerce qui sont les vis pour le placo. Donc c'est celle que j'ai utilisée moi, c'est du 3,5 mm au niveau du diamètre et longueur 25 mm. Ça sert à rien de prendre trop grand parce que quand vous allez mettre votre vis, si vous faites trop grand, il pourrait taper l'autre côté au niveau du montant. Ça serait con parce qu'à ce moment-là, vous aurez encore de la marge de l'autre côté. Et pareil, ça ne servirait à rien. Au niveau de l'écart entre deux vis, vous faites ça, tout simplement, vous mettez une vis là et vous répétez l'opération tout le temps. Assurez-vous bien qu'il y ait bien aussi une vis en bas et en haut, au moins pour le maintien, pour éviter que les plaques rebiquent, on va dire, au niveau du haut comme du bas. Une fois que vous avez posé toutes vos plaques de placo et donc vous avez fini toute votre pièce, vous pouvez mettre du joint en dessous. Alors moi c'est du mastic maçonnerie blanc. Pourquoi blanc? Parce qu'au moins on voit qu'il a été mis. Ça sert à rien de mettre transparent. De toute façon après, moi j'ai refait le sol donc ça se verra pas. C'est un joint, donc comme je vous disais, c'est spécial mastic maçonnerie. Pourquoi? Parce qu'il y a bien écrit derrière, c'est pour du béton, parpaing, crépi, briques, pierre, plâtre,
bois et métaux, colmate les fissures, calfeutre les joints de menuiserie dans un mur sans mouvement ni vibration. Ce truc là ça coûte 1 ou 2 euros la bonbonne. Vous prenez de la marque, pour pas les citer, vous en avez pour 10 euros le tube. Ça m'a coûté 1 ou 2 euros, vous en prenez 3 si vous voulez, il n'y a pas de souci. Comme je vous disais tout à l'heure, vous pourrez le ramener en magasin si jamais vous ne l'avez pas utilisé. N'hésitez pas. Petite astuce, juste avant de vous montrer les photos, c'est de la mousse expansive, c'est très sympa. Au niveau des angles surtout, parce que si jamais vous avez vos deux plaques, admettons vous n'avez pas coupé droit ou vous avez mal coupé, qu'admettons vous avez 1 cm d'écart entre les deux plaques, clairement l'enduit vous ne pourrez pas le faire tenir. Donc vous mettez un coup de mousse, ça fait vraiment de la mousse, vous allez la voir, ça grossit. Et à ce moment-là, vous attendez et le lendemain, moi pour le coup, vous arrivez, vous prenez votre cutter, vous le coupez, hop, c'est bon, c'est fini. Et comme ça, vous avez votre raccord qui est fait, c'est nickel, c'est propre. Et quand vous avez posé votre bande plus tard, il y aura 0 souci. Donc maintenant les photos pour illustrer la pose du placo. Le placo a bien été posé partout comme vous le voyez. Petite chose que je ne vous avais pas dit, donc le trait là c'est l'interplaque. Vous voyez bien que les vis ne sont pas les unes en face des autres. Il faut vraiment les poser comme ça. Donc vous voyez aussi que ça fait beaucoup de vis, certes, mais c'est comme ça. Beaucoup de vis, pourquoi? Parce que la plaque, il faut bien la tenir quand même. Pourquoi pas en face des autres? Honnêtement, j'en sais rien, mais je sais qu'il faut le faire. Pourquoi? Parce que c'est ce qui est fortement recommandé. Ensuite, comme vous pouvez le voir sur la photo de gauche, vous voyez le petit trou que je vous disais dans le placo. Le trou ici, où comme ça j'ai pu faire sortir ma gaine électrique. Et là, vous voyez, j'ai un écart au niveau du mur et c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de la mousse expansive. J'en ai mis à cet endroit là et comme ça j'ai attendu 24 heures. Le lendemain je l'ai coupé avec le cutter, c'était vraiment très facile à couper, il n'y avait pas de souci là-dessus. Deuxième chose, je vous en parlais tout à l'heure, c'est le trou qu'il y a dans le montant, c'est pour faire passer le câble électrique. Et ensuite là vous avez des petites vis parce que c'est un petit bout de placo et il y a des petites vis et pourtant j'ai pas mis de montant. Donc, comment j'ai fait? C'est tout simple. C'est que là vous prenez une chute de montant, vous le coupez à un tiers et à ce moment là vous coupez que sur les côtés. Donc vous avez votre U, vous le coupez ici et ici. À ce moment là vous allez pouvoir le rabattre, vous le sertissez, comme ça il ne va pas bouger, vous le fixez dans le mur comme on avait dit tout à l'heure, vous prenez une cheville de 8, une vis, vous le fixez dans le mur et à ce moment là l'autre partie ça va vous permettre de coller votre placo, vous mettez vos vis à placo et vous avez votre renfort, votre maintien, c'est très bien, ça tient vraiment très bien. Donc pour finir, un petit rappel, la chose la plus importante à bien retenir, c'est quand vous allez visser, surtout votre vis, vous la rentrez, soit faut qu'elle soit entre guillemets rasante avec le mur, dans le sens où quand vous passez le doigt limite vous la sentez pas, ou alors vous la rentrez à 1 mm mais vraiment pas plus, parce que sinon vous considérez que votre vis ne sert à rien et donc qu'elle est inutilisable. Surtout ne retirez pas la vis, ça sert à rien, vous allez avoir un trou dans le mur, vous allez simplement mettre un coup d'enduit dessus quand on sera à l'étape de l'enduit. Donc vous la laissez, mais vous la considérez non utilisable, enfin HS entre guillemets, et vous remettez une vis un petit peu plus haut. Une fois qu'on a fini les murs, on fait le plafond. Donc le plafond, petit rappel, on ne perce pas dans les poutrelles. Donc les poutrelles, c'est vraiment les grandes barres qui partent d'un mur à l'autre. Vous percez uniquement dans les parpaings. Donc le plafond, vous avez soit la solution simple, vous prenez des dalles carrées, c'est du polystyrène, vous pouvez les coller directement au plafond si vous le souhaitez. Et vous avez la solution un petit peu plus technique, un petit peu plus compliquée. On va voir ici, c'est ce que j'ai fait. Donc pour commencer la construction du plafond, on va commencer par faire nos trous. Une fois qu'on a fait nos trous, on va mettre la cheville de 8, la même que tout à l'heure. Une fois que vous avez la cheville de 8, vous prenez des tiges. C'est des tiges filetées, donc vous les insérez dans la cheville de 8. Si jamais vous ne pouvez pas mettre de cheville pour une raison X ou Y, vous avez un plafond, c'est des poutres en bois ou autre, vous avez ce genre de petit, je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est un genre de petit U comme ça qui est en métal. Et là, ce que vous voyez, vous pouvez mettre la tige filetée dedans. Alors ici par exemple, dans les deux trous ici, vous mettez vos vis, comme ça tient au plafond, ou alors vous avez votre plafond, votre poutre en bois par exemple qui est comme ça, vous vissez là et là, et sauf que la tige, au lieu de la faire passer là, vous la ferez passer comme ça. Donc, comme ça en gros. Et à ce moment là, vous pourrez suspendre le plafond par la suite. Vous mettez votre tige, comme je vous disais, une fois que vous avez votre tige, après vous avez ce qu'on appelle un cavalier. Le cavalier en fait il va se visser au niveau de la tige filetée. Comme vous pouvez le voir, il y a voilà,
il y a 2 petits crans et en fait, c'est quand vous allez venir avec la fourrure juste après, elle va se clipser à cet endroit. Là, pour le coup, comme je vous disais, ça s'appelle des fourrures. C'est pas ni des rails ni des montants, c'est des fourrures. Donc les fourrures, c'est de type F47. F comme fourrure. Donc comment ça se présente? Vous avez la photo de gauche, là on voit la cheville donc, qui est déjà rentrée dans le parpaing. Vous avez la tige filetée et ensuite le cavalier. Pour la photo du milieu, donc là on voit bien tous les cavaliers qui sont bien alignés. Et là on voit justement la fourrure qui a été clipsée dans tous les cavaliers. Entre chaque tige filetée entre guillemets, il doit y avoir un écart entre 40 et 60 cm. Moi, je n'avais pas le choix. Je préférais avoir à percer au milieu des parpaings sur toutes les rangées. Parce que si jamais je faisais 2 rangées de parpaings, enfin une rangée de parpaings sur 2, l'écart était beaucoup trop grand, donc ça n'allait pas être respecté. Si jamais je faisais un milieu de parpaing avec un autre milieu de parpaing, ça faisait 60 cm. Pour moi, c'était parfait. Pourquoi? Parce que ça me permettait après de glisser mes plaques d'isolant qui sont, comme tout à l'heure, de 60 cm au niveau de la largeur. L'autre chose à bien prendre en compte, c'est l'écart entre 2 tiges filetées sur la même fourrure. Donc vous avez votre barre, vous avez 2 tiges filetées, vous prenez l'écart, il faut que ça fasse 50 cm au maximum. Pourquoi? Parce que mine de rien, il y a un poids qui va être à prendre en compte derrière quand vous allez faire la pose des plaques. Et donc en bonus, la petite astuce, c'est comment s'assurer que les cavaliers sont droits et les fourrures aussi par la même occasion. C'est que j'ai pris, comme vous pouvez le voir sur la photo de droite, un trépied qu'on utilise pour les soirées. Donc vous avez le trépied, vous avez la barre, et logiquement il y a un T, là où on accroche les éclairages. Moi j'ai enlevé le T, donc la barre je l'ai mis au niveau que je souhaitais, et au-dessus j'ai posé mon niveau laser. C'est pour ça que sur la photo de droite, vous voyez qu'il y a moins de lumière, on voit le niveau laser en fait qui est sur la photo. Et donc à ce moment-là, j'ai mis le niveau, j'ai pu aligner tous mes cavaliers, et au moment où vous posez la fourrure, en fait, la fourrure elle est forcément alignée, donc il y a juste à la clipser. Ça va tout seul, c'est vraiment super simple et super rapide. Petite chose dont on n'a pas parlé mais pourtant qui a son importance, c'est pour relier 2 fourrures, parce que si jamais vous en avez mis une et que vous avez dû en mettre une deuxième parce qu'elle n'était pas assez grande, vous avez ça qui existe, c'est c'est pour l'interfourrure en fait. Donc là vous voyez, il y a des petits picots et en fait ça sert à ce que la fourrure, quand vous allez glisser dedans, elle va buter là et comme ça elle a 50% point et elle peut pas aller plus loin. Et comme ça, à ce moment-là, la deuxième, quand vous allez la mettre, vous pourrez la glisser et clac, et ça vous fait la connexion. Et vos 2 fourrures sont au même niveau et c'est nickel. Ensuite, pour la pose des plaques, tout à l'heure, on avait les montants, on mettait la plaque, entre guillemets, dans le même sens que le montant. Là, la plaque, donc vous avez, là, pour le coup, c'est pas les montants, c'est les fourrures qui sont comme ça. Dans ce sens-là, la plaque devrait être posée dans le sens inverse. Pourquoi? Ne me demandez pas, je sais juste que c'est comme ça, je me suis renseigné. C'est fortement conseillé de le mettre dans ce sens-là. Moi, j'ai choisi de ne pas prendre les plaques de plate parce que j'avais peur à la fois que ça me tombe sur la tronche, un de ces 4. Donc si ça tombe à la fois sur vous, ça va faire mal. Si ça tombe sur le matos, vous allez pleurer. Donc moi, j'ai choisi de prendre... Donc je vous montre juste la référence. Voilà, c'est ce qu'on appelle des plaques, des panneaux à carreler ou des plaques de rénovation. C'est des plaques qui peuvent se tenir juste à une main parce que mine de rien le placo c'est lourd, donc à prendre, soit vous devez donc louer plutôt un lève-plaque, soit être plusieurs, et après pareil il faut le visser, c'est compliqué dans le sens où là comme c'est en hauteur c'est pas la même chose que sur un mur. Par contre ce que moi j'ai pris, vous pouvez le lever d'une main, c'est très léger. À visser, c'est super simple aussi, c'est beaucoup plus simple je trouve pour le coup, et ça résiste bien par rapport à ce qu'on pourrait croire par rapport au placo. Donc là, comme vous pouvez le voir sur la photo de gauche, le plafond n'est pas encore posé. Mon trépied, ce que je vous parlais tout à l'heure pour m'aider quand je posais mon laser dessus, je m'en sers aussi pour les plaques parce que j'étais tout seul à faire la pose des plaques. Donc quand j'étais d'un côté, je pouvais laisser poser ma plaque sur l'embout du trépied. Et à ce moment-là, ça tenait l'autre côté, c'était sans souci, je pouvais faire mon vissage, il n'y a pas de souci. C'est vraiment un jeu d'enfant, c'est vraiment très agréable pour ça. On se demande même pourquoi encore poser du placo au plafond. Pour la photo du milieu, comme on en parlait tout à l'heure, vous voyez que les plaques ne sont pas posées dans le même sens que les fourrures. Et ensuite, par rapport à la pose, donc vous avez des petites rondelles que vous pouvez trouver aussi, pareil, là où vous allez acheter les plaques à carreler, les plaques de rénovation. Et au milieu de la rondelle, vous mettez simplement une vis à placo, c'est la même chose. Donc quand vous allez visser, en fait, c'est votre rondelle qui va vous dire arrête de visser. Votre rondelle va appuyer sur la plaque pour bien la maintenir. Et donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé 8 rondelles par plaque. Les rondelles du milieu de la plaque étaient vraiment sur la plaque et les rondelles qui tombaient sur une fourrure où il allait avoir un raccord de plaque, les rondelles je faisais exprès, c'est que là elles débordent un petit peu en fait.
Donc l'autre plaque allait se glisser dedans entre guillemets, et donc dans l'autre plaque, quand j'allais mettre mes rondelles en haut, par contre je les mettais plus sur le milieu. Comme ça au final il y a 4 rondelles qui tiennent les 2 plaques au niveau de l'interplaque. Et donc comme ça au moins vous êtes sûr que les plaques ne vont pas rebiquer et qu'elles vont tenir de manière optimum. Et donc la photo à droite, c'est juste pour vous signaler que moi j'ai commencé vraiment ma partie électricité maintenant. Avant il y avait juste un petit boîtier et une douille avec une lumière, et c'est maintenant qu'on va voir ça. Ensuite, l'électricité, effectivement, ça peut faire peur, j'en conviens, mais c'est rien de bien compliqué, c'est pas méchant du tout. Donc pour ça, je vous conseille d'acheter ce genre de petit outil, c'est un tournevis testeur. Donc déjà, c'est isolé ici, donc ça c'est très bien. Et quand vous mettez le doigt ici, donc quand l'autre côté il y a le câble électrique, s'il y a une petite lampe qui s'allume, ça veut dire qu'il y a de l'électricité dedans. Ça vous permet de faire une VAT, c'est ce qu'on appelle une vérification d'absence de tension, même quand il y a le disjoncteur de couper. C'est jamais le disjoncteur, il peut couper une partie de la pièce et en fait vous savez pas l'autre partie, c'est sur un autre disjoncteur, et voilà, il y avait encore du jus, sauf que vous le saviez pas, vous étiez trop confiant, au final vous avez pris l'électricité et c'est jamais très agréable. Ensuite il y a ce genre de tournevis, c'est la même chose sauf qu'il n'y a pas les petites lumières, ça s'appelle un tournevis d'électricien. C'est simplement que ici vous voyez qu'il y a de l'isolant, donc en fait si jamais vous mettez le doigt ici ou vous n'êtes pas dans une superposition, et s'il y a l'électricité au bout, vous ne prenez pas de coup de jus. Ensuite, il y a le câble électrique. Donc ce qu'il faut acheter, c'est du 2,5 mm². Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, c'est ça qu'il faut acheter, et c'est du rigide. Donc le rigide, ça veut dire que voilà, c'est comme ça, si jamais vous le tournez, ça tient. Donc c'est du rigide avec gaine. Donc la gaine, c'est ce que vous avez vu tout à l'heure sur les photos, et c'est ce qu'on reverra dans pas longtemps. C'est le tube noir, en gros, qui englobe tous les câbles. Donc il doit y avoir 3 câbles dedans, phase, neutre et la terre. L'autre truc aussi que vous pouvez acheter, c'est des boîtiers de dérivation. Donc là, ce n'est pas à enlever, ça, je précise, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui l'enlèvent. Sinon, c'est à percer. Comme ça, vous mettez les câbles dedans. Dedans, vous faites votre micmac avec vos dominos et ça repart. Et comme ça, vos dominos ne sont pas accessibles, entre guillemets, visuellement. On ne peut pas les toucher. Il faut que ce soit dedans, comme ça, c'est protégé à la fois pour vous, pour le reste, si jamais il y a un autre objet qui viendra le toucher. Ce serait pas forcément très bon. Donc qu'est-ce que ça donne en photo? Donc la photo du milieu, c'est juste pour rappel pour ceux qui n'ont pas tout suivi. Donc j'avais un néon au bout, et après j'avais un petit boîtier avec une douille et une lampe. Donc le néon, bien sûr, je l'ai fait sauter, et le boîtier avec la douille, je l'ai fait sauter aussi. Donc là on voit la partie avec la douille. J'ai repris le câble qui sortait du mur, j'ai mis mon boîtier de dérivation, comme ça je peux mettre mon domino dedans, et après le câble repart plus loin. Et donc on peut le voir à droite, c'est la version finie. Donc le boîtier est fermé, vous avez le câble qui rentre dedans, il y a le domino, il y a tout votre micmac que vous voulez, et à ce moment là le câble repart. J'insiste bien sur le câble, il part, et comme vous le voyez, ça peut paraître bête, mais je préfère le redire, le câble il est au-dessus de la fourrure, parce qu'en dessous, je vous rappelle que vous avez vos plaques qui vont être vissées. Vous avez vos plaques, vous mettez votre isolant au fur et à mesure, et quand vous arrivez au niveau de l'électricité, comme votre câble est rigide, en fait il va avoir tendance à se coller plus vers le plafond. Donc à ce moment là, quand vous allez glisser votre isolant, ça va glisser tout seul. Donc là, côté électricité, la petite astuce que je vous donnerai, c'est de faire toute votre installation et de finir avec le raccordement. C'est-à-dire, comme vous pouvez le voir sur la photo de gauche, j'ai mis tout mon câble au-dessus des fourrures, etc. Je suis allé, j'ai fait tout ce que je voulais faire après. J'ai mis le domino comme on le voit bien sur la photo de gauche là. Et après, j'ai fait la coupure au niveau du disjoncteur pour relier les deux, en gros, dans le boîtier de dérivation. Pourquoi? Parce que quand je fais ça, je coupe une fois sur le disjoncteur, je fais mon action, c'est-à-dire juste de raccorder les deux avec le domino, et après c'est fini. J'ai une seule chose à faire. Si jamais vous faites au fur et à mesure votre disjoncteur, vous allez le couper 40 fois, il suffit qu'il soit relié au frigo ou n'importe, le reste ne va pas forcément apprécier. Donc là, vous faites toute votre cuisine électrique, vous la faites, et à ce moment-là, vous coupez une seule fois, vous faites votre raccordement, ça prend quoi, allez, 2 minutes, et c'est fini. L'avantage de ça, c'est que vous coupez, comme je vous ai dit, une seule fois, et ça enlève, entre guillemets, tous ces risques. Justement, je voulais vous en parler, c'est qu'il y a des risques
quand vous coupez le disjoncteur, il faut bien prévenir, si vous n'êtes pas seul chez vous, il faut bien prévenir les gens parce que ça va très vite, que les personnes arrivent et se disent « Ah mince, j'ai pas d'électricité » ou « il y a plus de lumière » ou n'importe. Je vais aller voir le disjoncteur, c'est tombé, je réarme et sauf qu'elle n'a pas fait attention ou elle ne savait pas que vous étiez de l'autre côté en train de travailler, enfin de faire vos travaux d'électricité et à ce moment-là, vous allez vous prendre une châtaigne d'enfer, vous n'allez pas l'oublier. Il y a beaucoup d'accidents électriques qui arrivent comme ça malheureusement, donc c'est pour ça. Minimisez en faisant une seule action. Vous faites tout votre truc, vous faites une seule action et vous prévenez bien les gens surtout. C'est très important. Et donc pour finir là-dessus, même si vous coupez, pour rappel, utilisez bien votre petit tournevis testeur. Vous coupez, vous faites votre vérification d'absence de tension. Donc si jamais vous entendez, ça peut être une VAT aussi. Donc vous faites votre vérification, vous mettez votre doigt et ça sur le fil de phase. Enfin, je vous conseille perso de faire tous les câbles, hein. Il y a des tronches de cake. Ils n'avaient plus assez de fil, donc ils ont pris un fil bleu à la place du fil rouge. Sauf que vous dites, non, il n'y a que le fil rouge, il y avait un fil, il n'y a pas de fil rouge, donc ça se trouve non. Vous faites bien tous les câbles, même le câble de terre, je vous conseille de le faire. Ça peut paraître très bête, mais ça vous prend 2 secondes en plus et ça peut vous sauver la vie derrière. Il faut savoir que l'électricité n'en a rien à faire des couleurs. Si votre câble est jaune, bleu, rouge, n'importe, elle passe. Elle va pas se dire ah non, je suis pas dans la bonne couleur. Non. Mais c'est pas forcément vous qui avez fait le montage en amont. Donc si vous n'avez pas connaissance de ce qui a été fait, vérifiez tout, c'est un conseil. Voilà, c'est fini pour cette première partie. Promis, la suite arrive dans pas longtemps. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour savoir si les astuces ou tout ça, ça vous a bien aidé. N'hésitez pas non plus à laisser des commentaires ou même vos astuces. Ça sert à ça aussi pour partager toutes les connaissances. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Comme d'habitude, cliquez sur la petite cloche, à laisser un petit pouce bleu, ça motive et ça fait toujours plaisir. Je vous dis à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. C'était Roman pour vous servir. Peace.